Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui sera consacrée au premier épisode de The Mandalorian, saison 2. Je suis Céline et je serai accompagnée par Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors, quoi de neuf Sylvain depuis quelques jours ? Bah de rien. C'est à part Mando, saison 2, épisode 1, chapitre 9, rien. Bon, bah moi non plus, je vais juste dire que j'ai profité que je sois abonné à Disney+, pour rattraper mon retard sur Once Upon a Time. On fait comme on peut, hein. Voilà, bon on va tout de suite rappeler la politique spoiler, donc tout ce qui est disponible par les cannes officielles n'est pas spoiler, donc là on va considérer comme non spoiler aussi l'épisode courant. On va d'abord faire une partie non spoiler avec nos critiques générales, et puis après, on va détailler l'épisode. Donc, n'écoutez pas la fin de l'épisode de cette émission si vous n'avez pas vu l'épisode The Marshal. Alors, dans nos émissions récentes, il y a notre récap de la saison 1, et puis le Star Wars en direct gamer sur le test de Squadrons. Soyez prêts à monter dans vos vaisseaux. Pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs, vous savez que vous pouvez nous rejoindre sur Discord. On fait d'ailleurs régulièrement des enregistrements live, donc vous pouvez nous suivre en live sur Discord. Et puis on a aussi une superbe boutique avec des contenus exclusifs. C'est sur starwars.direct/boutique. Allez, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, pour ce premier épisode, on se place donc après les événements de la saison 1, et on nous rappelle que la Forgeronne avait chargé le Mandalorien de retrouver le clan de sorciers et de l'enfant, et donc pour cela, son plan, c'est de trouver d'autres Mandaloriens pour l'aider. Alors, Sylvain, sur cet épisode, quelle est ta critique ? J'ai beaucoup aimé, mais vraiment au-delà de aimer. C'est même pas parce que c'est le retour d'une série que j'ai bien appréciée. C'est vraiment tout l'ambiance générale. J'ai l'impression que c'est un épisode qui résume totalement ce pourquoi j'aime la série Mandalorian. Il y a tout ce que j'aime et il y a rien de ce que je n'aime pas dans cet épisode, qui en plus, grande première, fait quasiment 1 heure. Là on est à 54 minutes. Résumé de la saison 1, le récap de la saison 1, qui est en gros, je ne dis pas de bêtises, l'une des 2 bandes annonces qu'on a déjà vues. Ou oui. Ce récap, c'est le truc qu'on avait déjà vu. Il prend son temps, il fait les choses bien, il fait les choses correctement. C'est rempli de références à ras-bord, au film, au livre, à KOTOR, donc aux jeux vidéo, à plein de trucs. Ça se passe sur une planète qu'on a déjà vue. C'est plein de références. Et c'est fait avec talent, bon, ça se regarde avec gourmandise. C'est génial, et j'espère que ça se finit sur un cliffhanger, pas piquer des hannetons. Et j'espère que toute la saison 2 sera de ce même acabit. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai vraiment adoré cet épisode. Déjà, comme tu dis, il y a des liens avec tout, mais c'est pas des références forcées, on s'intègre totalement au canon, on fait un univers cohérent, et je trouve que c'est vraiment génial. Ça
améliore même la saison 1, puisque il y avait des épisodes où on trouvait un peu long, et là on y revient. Donc, en fait, il ne servait pas à rien, mais à introduire peut-être des choses. Et voilà, vraiment du beau Mando. Ça donne envie pour la fin de la saison. Voilà. Ah, même pas pour la fin, pour toute la saison. Oui, exactement. C'est un super début de saison 2. Bon, et si tu nous spoilais un petit coup? À direct comme ça, on attaque les spoilers. Allons-y. Donc en gros, tu veux un résumé, c'est ça? Oui. Alors, on retrouve Mando, casque en aluminium, et The Child, un Baby Yoda, qui vont à la rencontre d'un contact lors d'une soirée catch sur une planète inconnue. Soit dit en passant, les deux catcheurs, c'est deux Gamorréens qui se foutent sur la tronche avec des vibro-haches. Et petit aparté, j'adore l'effet des vibro-lames et des vibro-haches. On n'en avait pas parlé avant, mais les couteaux qu'utilise Mando et même l'autre Mando dans la saison 1, c'est des vibro-lames. Et je trouve l'effet est très bien. Et là, c'est des vibro-haches. On les voit vraiment vibrer. Ça fait des grosses ondes de choc quand ça se tape. Et je trouve que c'est excellent. Bien, donc, Mando va dans ce centre, cette MJC pour Gamorréens. Il rencontre son contact. On comprend que le contact est quelqu'un qui collectionne des artefacts mandaloriens. C'est un gros machin hideux qui s'appelle Koresh, c'est un seul œil tout vert, ça doit appuyer le chacal du matin au soir. Et on se doute bien finalement que le petit Gore, il essaye de la faire à l'envers à Mando. Et là on a ma première séquence préférée de la série, puisqu'on voit Mando armer ses oiseaux siffleurs et bébé Yoda, voyant ça, appuie lui-même sur le bouton qui referme son couffin volant. Et première castagne où Mando met des mandales dans tous les coins et nous rappelle pourquoi qu'il est notre personnage préféré. Après une petite discussion avec Koresh qui se finit avec lui à l'envers accroché à un lampadaire et à la merci de jolies bébêtes qui vont se faire ravir de le boulotter, eh bien Mando part pour une planète qu'on connaît déjà, qu'on adore, c'est Tatooine. Là, il retrouve la mécanicienne Pelimoto, qui là nous fait un autre premier truc. C'est une référence directe aux Gremlins. Si vous ne l'avez pas capté cette référence, je peux rien pour vous. Mettez-vous la tête dans un pot de fleurs et allez vous enterrer dans le jardin. Pelimoto... Attends, on va peut-être réagir sur la première partie déjà. D'accord. Ok. Ah oui, on l'a fait comme ça. D'accord. Alors moi, je trouve que c'est excellent de s'apercevoir déjà que les Gamorréens ne sont pas tous énormes, peuvent aussi se déplacer normalement et se foutre sur la gueule. Et je suis d'accord avec toi sur les haches, il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que jusque-là, on avait vu les Gamorréens avec des haches, on trouvait que c'était un peu désuet par rapport à un sabre laser, à un blaster, et en fait, on comprend que c'est pas n'importe quelle hache, c'est des vibro-haches, et donc c'est des armes intéressantes qui peuvent être vraiment utiles. Surtout qu'à chaque fois qu'elles s'entrechoquent, il y a vraiment une onde, ça fait un bruit particulier, les deux Gamorréens reculent. Alors par contre, je suis un peu moins d'accord avec toi sur le look des Gamorréens, parce ça fait, sans mauvais jeu de mots, ils ont des jambes de ballerines et tout le haut du corps c'est du gros truc de graisse plein de Gamorréens. Et autant sur les plans rapprochés, quand on voit pas leurs jambes, ça passe. Autant qu'on les voit de loin, quand on voit leurs jambes, qui sont des jambes humaines, sans prothèse, je trouve que l'effet fait ridicule. Fait ridicule et marrant, en fait. Oh, bah moi, écoute, ça m'a pas choqué. Hein.
C'est plus leur visage, ouais, qui est peut-être un peu trop large. On sent que c'est une tête plus une tête en latex, qui fait que c'est une tête élargie. Et en effet, par rapport au reste du corps, c'est vrai que c'est assez pas très à l'échelle, on va dire. Et puis sinon, bah oui, ce qui est pas mal aussi, c'est que on a à nouveau un petit peu le Mando, on va dire méchant. C'est vrai qu'on avait dit que sur la fin de la saison 1, ça commençait un petit peu à manquer. Donc c'est pas mal. Ce petit côté dark. Ouais, t'es la première scène. Oui, mais ils ont essayé de lui faire à l'envers aussi. Ah oui. Encore une fois, c'est pas lui qui lance les hostilités. Mandalorian shot second. C'est ça. Techniquement, si tu regardes bien, non, il tire d'abord, là. Oui, mais enfin bon, il était menacé. C'est ça, ils l'ont mis, et qui a pas commencé aussi. C'est ça. Donc oui, on retourne la mécanicienne sur Tatooine, donc on est en terre inconnue, et comme je disais, ça justifie un peu plus l'épisode sur Tatooine de la saison 1, qu'on trouvait un petit peu, en dehors du fait que c'était des clins d'œil pas très intéressants, c'est ce qu'on disait dans le récap. Hein. Pour cette fois-ci, maintenant, on comprend mieux pourquoi est-ce qu'on avait introduit Tatooine. C'était pour mieux y revenir. C'est ça. Et franchement, alors là, par contre, je suis aussi pas vraiment d'accord avec toi. La comparaison entre cet épisode-là et l'autre qui se passait sur Tatooine, je trouve qu'elle met encore plus à l'amende ce premier épisode de la saison 1 sur Tatooine, où on voit dans cet ancien épisode des décors très pauvres, très peu d'ambiance, alors que là, en quelques secondes, en quelques scènes, on met une ambiance, on retrouve un personnage qu'on avait vu quelque peu, mais qui est devenu tout de suite assez attachant, la Mandalorienne, n'importe quoi, la mécanicienne, qui s'est totalement entichée de bébé Yoda. Et c'est là où elle nous fait une belle référence aux Gremlins, en disant que si ça non, pas se bourgeonne, mais si ça se multiplie ou si ça fait des bourgeons, elle en veut. Donc voilà la référence aux Gremlins. On retrouve les droïdes mécanos qui sont toujours aussi cons comme des bouches d'incendie. Et bon, c'est assez court cette séquence-là parce que finalement il atterrit, il tape la discute pour savoir si elle aurait pas des informations sur un autre Mandalorien, et elle l'envoie dans la ville de Mos Pelgo. Donc il lui donne le speederbike qu'il avait justement en plus rouillé qu'il avait avant, et il est reparti pour Mos Pelgo, pardon. Et là, donc, il fait la connaissance justement du Mandalorien qu'il recherche. C'est ça, n'est pas spécialement en fait un Mandalorien. Pas du tout même. Pas du tout. En fait, il se fait appeler le Marshal. Donc c'est le shérif de Mos Pelgo, et on apprend très vite qu'en fait c'est une toute petite cité minière. En gros, c'est comme les vieux westerns, hein. Vous avez l'avenue principale, 4 bâtiments de chaque côté, et c'est barre. Vous avez une cantina là-dedans, et c'est ici où il rencontre ce Mandalorien, ce Marshal, qui n'en est pas un, et qui porte une certaine armure mandalorienne, qui est, spoiler, l'armure de Boba Fett. En très très mauvais état. Alors moi, ça m'a fait hyper plaisir, parce que j'ai lu riposte, donc je connais le shérif, et donc je sais que ça s'inscrit parfaitement dans le canon.
Donc voilà, c'est vraiment un personnage qui a été inclus dans le canon au tout début du canon, parce que Riposte, c'est un des premiers livres à être paru après l'épisode 7. Et dedans, donc, on nous explique que après la mort de Jabba, il y a un shérif qui a pris le lead de Tatooine, qui a réglé les plus gros soucis et qui porte l'armure de Boba Fett qu'il a acheté à Jabba. Donc jusque là, on est en plein canon. On est vraiment pile poil dedans. Et la scène, comme tu dis, ça fait vraiment penser à la trilogie du dollar, les codes de western. C'est ça, c'est Clint Eastwood et ensuite, comment il s'appelait ? Il y a même le petit pot pour cracher dedans, là. C'est ça, où se planque bébé Yoda. Ah, il se planque derrière ou dedans ? Il se planque derrière et à la fin, il est dedans. Ah, d'accord. De ce que j'ai pu voir. Hein. Normalement, à la fin, vous faites... c'est pas très Covid, tout ça. Oui, parce que alors cette séquence où Mando en fait arrive dans ce village et va à la cantina pour donner des informations. Donc il y a le Marshal qui arrive, qui apparaît, et très vite se pose un problème pour Mando, puisque comme Marshal porte une armure mandalorienne mais n'est pas un Mandalorien, eh bien il y a une petite tension parce que Mando oublie toute comment on va dire ça, toute civilité, et lui demande tout simplement de se foutre à poil et de lâcher l'armure, ce qui plaît moyennement à Marshal. Et donc on a un combat de regard par casque interposé, c'est très très intense. Ah, d'ailleurs, on a oublié de dire qu'on sait tout de suite que ce n'est pas un Mandalorien, parce que assez vite, il retire le casque. Il retire son casque, clairement. Comme on a suivi que dans la saison 1, on nous expliquait qu'il faut pas retirer le casque quand on a un Mandalorien, on se dit, il y a un truc. Anguille sous roche. Il y a baleine sous gravillon. C'est ça. Surtout que là, en plus, pour vous donner l'état de l'armure, alors le casque, il n'a plus quasiment que le plastron. Le plastron, enfin toute la partie haute, le plastron, les polières, les dorsaux, le jetpack et le casque. Je suis pas sûr que les brassards ce soit ceux-là. Je ne sais pas, mais c'est vrai que on voit bien qu'il y a que des morceaux quelque part d'armure et non pas une armure complète. Il y a ces vêtements qui dépassent derrière. C'est ça, il y a les parties métalliques, la tenue verte que Boba, verte, grise et marron que portait Boba, elle est pas là. Il n'y a pas non plus ses armes, mais on reconnaît quand même directement l'armure de Boba. Alors, finalement, ils décident de faire un marché tous les deux. Ah non, un peu avant, parce que la bagarre, en fait leur combat de regard est interrompu, parce qu'il y a une petite bestiole qui se balade dans les rues de Mos Pelgo. C'est un dragon Krayt. Et ça c'est génial parce que c'est vraiment la première fois qu'on le voit, si je dis pas de bêtises, dans une série ou dans un film. C'est les argéants qu'on avait dans KOTOR, qu'on a appris à connaître dans des œuvres, mais on l'avait jamais vu en live. Et là, c'est le requin des dents de la mer, quoi, très clairement. Plus sérieusement, alors pour ceux qui ont vu que les films, les dragons de Krayt, on connaissait aussi un petit peu parce que tout simplement sur Tatooine, quand on voyait des gros squelettes, notamment dans l'épisode 4, quand Luke se retrouve avec les droïdes dans le désert, c'était des os de dragons de Krayt. Donc c'est quelque chose qui est introduit dans la mythologie de Star Wars depuis le début. Mais c'est vrai que des dragons de Krayt vivants sur Tatooine, je pense qu'on n'en avait pas de confirmation. C'est ça, on avait vu dans KOTOR, je crois, si je dis pas de bêtises, en plus on doit en tuer un. Et là c'est vraiment la fois où on le voit, et c'est un mixte entre
le ver de terre de Dune, les dents de la mer et Moby Dick. Et il y a un monstre qui ressemble énormément aussi dans Diablo 3. Un monstre comme ça qui a des épines sur le dos et puis quand t'es sur le sable, à chaque fois il te fait des dégâts, même quand tu peux pas l'atteindre parce qu'il est sous le sable, et puis après il ressort et... Donc ça m'a fait des petits souvenirs. Donc oui, en fait il s'allie pour vaincre le dragon de Crate. Donc c'est le marché, c'est... tu m'aides à vaincre le dragon et je te donne l'armure. C'est un marché à peu près équitable. Donc, eh bien, Marshall. Et d'abord, on a oublié un truc, en fait. Tout simplement, une fois qu'ils se sont mis d'accord, eh bien, Marshall raconte son histoire à Mando et pourquoi et comment il porte cette armure. Et eh bien, cette histoire, je vais vous la raconter si j'oublie pas mes souvenirs. Et le Marshall, en fait, il s'appelle Cobb Vanth. C'était un habitant de Tatooine, tout simplement. Et il nous raconte que, eh bien, il a fait la fête comme les autres habitants de Mos Pelgo. Il a fait la fête lors de la destruction de la seconde étoile noire. Sauf que la fête a tourné court puisqu'il y a une guilde de miniers ou un collectif de miniers qui était arrivé en ville et qui a commencé à flinguer tout le monde. Cobb Vanth a réussi à s'échapper en sauvant aussi la vie du barman de la ville et a pris la fuite en embarquant avec lui en fait une mallette pleine de cristal. Il pensait que c'était si je dis pas de bêtises, il pensait que c'était des réserves de nourriture, mais non. Il s'est retrouvé comme un couillon au milieu du désert de Tatooine, sans eau, sans nourriture, sous les soleils, avec un max de pognon. Et il a failli mourir jusqu'à ce que des Jawas le rencontrent. Et quand les Jawas se sont aperçus de la quantité de pognon qu'il transportait avec lui, en plus de lui donner la bouffe, ils lui ont sorti toute la marchandise en disant... tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tiens, on te donne ça. Et puis, alors il y avait des droïdes plus ou moins grands, des pièces, tout et n'importe quoi. Un droïde qu'on avait vu dans A New Hope, le droïde qui explose, vous savez, le blanc et rouge à coupole plane. Eh bien, on le revoit lui. C'est pas plus tard qu'on le revoit, pardon? Non, je crois que c'est dans A New Hope. Non, mais je veux dire, dans cet épisode-là, c'est pas un autre moment qu'on le... C'est pas quand ils sont dans la ville De quoi? R5. Ouais. C'est pas avec les Jawas qu'on le voit? Si, c'est avec les Jawas. Quand ils leur font l'article. À moins que je dise des bêtises, hein, mais pour moi, c'est pendant les Jawas hein, qu'on le voit. J'en étais où? Ah oui. Et donc, au final, eh bien, Cobb Vanth voit l'armure de Boba en mauvais état et échange tous ses pognons contre cette armure. Il revient en ville et met totalement une grosse trempe à ses collecteurs miniers. Il utilise aussi le jetpack pour leur balancer un missile dans le trou de balle et il devient, à partir de ce moment, le Marshall. Mando, comprenant réellement à qui il a affaire, eh bien, décide d'accepter son marché pour aller buter le dragon Crate. Et les deux se mettent en chemin. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette petite séquence flashback et on va dire émotionnelle de cet épisode? Ah bah moi j'ai trouvé ça bien parce que dans Riposte on a aussi un petit peu ce truc de dire bah après l'explosion de la seconde étoile noire tout le monde fait la fête mais ça a pas duré très longtemps parce que finalement d'abord il y avait des coins où il y avait encore des impériaux et que les révoltes ont été réprimées dans le sang et puis voilà, il y avait d'autres planètes où finalement ça a permis à la pègre de reprendre du poil de la bête une fois qu'ils étaient plus muselés par les impériaux, parce que la République, bah ça se construit pas en un jour.
Et quelque part, c'était quelque chose que je trouvais que dans le nouveau canon film, on avait eu du mal à mettre en place le canon, le contexte politique. Et je trouvais que Riposte l'avait fait très bien. Et que Mandalorian, pour le moment, s'en sortait pas trop mal non plus, puisque dans la saison 1, on avait eu toute l'histoire du fait que il y a encore des impériaux, mais les crédits impériaux, ils ont plus vraiment cours, mais encore un petit peu. Voilà, on sentait qu'il y avait cette transition qui s'installait, voilà, sans pour autant être lourd, mais par le fait de vivre nos aventures dans ce contexte, on était amené à comprendre le contexte petit à petit, et je trouve que là, voilà, ce petit flashback, c'est encore amener de l'eau à ce moulin, de montrer comment ça s'est passé, que finalement, voilà, la fin de l'Empire, ça peut aussi poser des problèmes, donc ça réinstalle aussi pourquoi il y a des gens qui se sont tournés vers le Premier Ordre, parce que il y a des gens peut-être qui se sont dit finalement pendant l'Empire c'était mieux. C'est toujours dans le désespoir que naît le totalitarisme, donc il faut pouvoir montrer ce désespoir, et même si là on a le Marshall, on sait bien qu'il y a d'autres parties de la galaxie où ça s'est sûrement pas bien passé aussi bien. Voilà, donc très bien. Eh ben moi c'est la même. Alors je n'ai pas lu Riposte, mais rien qu'avec ces quelques minutes, on apprend instantanément à aimer ce personnage-là, à comprendre sa motivation. Et le fait aussi, c'est un peu un gars qui est devenu le Marshal, pas contraint et forcé, mais par désespoir de cause. Et finalement, moi, ça me fait penser à Mando. Je vois Marshal et Mando comme deux facettes d'une même pièce, finalement. Des gars qui étaient pas forcément faits pour devenir ce qu'ils étaient, mais qui sont devenus des protecteurs mandaloriens entre guillemets, puisque Marshall n'en est pas un, mais il porte l'équipement, et ça me plaît beaucoup. Et puis la séquence avec les Jawa m'éclate assez, parce que pour une fois qu'on voit ces saletés de bestioles, comment dire, ne pas essayer d'arnaquer les gens, mais sont prêts littéralement, vu le paquet de pognon que transporte Cobb, ils sont littéralement prêts à lui filer le sand-scroller s'il veut, quoi. Et je trouve ça assez marrant. Oui, et globalement dans le Mandalorian, les Jawa, les Tusken sont super bien développés, donc on va voir pour la suite pour les Tusken, mais c'était déjà le cas dans la saison 1. Je trouve qu'il y a un vrai bon traitement des autres races extraterrestres. Impeccable. D'ailleurs, la suite avec les Tusken. Eh bien, c'est ça, parce que nos deux nouveaux meilleurs amis prennent leurs speeders respectifs, et là, gros nouveau clin d'œil, parce que le speeder de Marshall, eh bien, c'est tout simplement l'un des réacteurs du podracer d'Anakin. Et ouais, madame. Et oui, ça doit pouvoir se trouver chez des Jawa à pas cher. C'est ça. Et donc il parcourt le désert jusqu'à quasiment atteindre l'antre du dragon, mais en chemin, eh bien il rencontre des Tusken Riders et leurs animaux de compagnie. Et alors que Marshall ne se sent pas vraiment très très bien, parce qu'il est entouré de grosses saloperies hideuses qui crient dans tous les sens, et Mando nous sort une carte Joker, parce qu'il sait très bien parler le Tusken, et même fait ami avec l'un de leurs chiens de garde. Et là, après une petite discussion huileuse autour d'un feu de camp que Mando règle à coups de lance-flamme, Cobb, Mandalo et les Tusken décident finalement d'agir tous ensemble pour tuer le Dragon Crate, puisqu'il est aussi une menace pour les Tusken Raiders.
Donc encore une fois, on voit que Mando maîtrise parfaitement le Tusken, comme on l'avait déjà vu dans la saison 1. On voit aussi que les Tusken, ils ont des animaux de compagnie dont ils prennent soin, ils brossent les dents des Banta, c'est trop mignon. Voilà, on leur donne vraiment un visage beaucoup plus humain que dans la trilogie originale. Ou même tout simplement l'attaque des Claudes. Ah mais totalement, enfin dans tous les films en fait, finalement. Donc très bien, puis on voit l'animosité quand même avec le Marshal. Donc ça c'est raccord avec le fait que avec justement la trilogie originale et l'attaque des clones, on sait que les habitants de Tatooine, eux, n'ont jamais pris finalement le temps de faire la connaissance des autochtones. C'est ça, surtout qu'en plus on voit vraiment dans la façon de parler. Pour Cobb, c'est pas des gens, c'est des monstres, c'est des bêtes, c'est des pillards. C'est assez marrant parce que finalement, même les Tusken Raiders, en plus c'est même assez actuel finalement, même les Tusken Raiders considèrent les gens qui sont venus sur Tatooine comme des envahisseurs. Et le ton monte entre Cobb et les Tusken Raiders, et Mandalorian est obligé d'intervenir en faisant cracher le lance-flamme entre les deux pour calmer tout le monde. Et je trouve que c'est assez marrant parce que c'est quand même des thèmes actuels, de tout simplement du racisme, où on ne cherche même pas à connaître le voisin, mais on le considère comme un ennemi ou comme un monstre ou comme un moins que rien, tout simplement parce qu'il ne nous ressemble pas, il ne nous parle pas, il ne parle pas la même langue que nous. Donc je trouve cette séquence assez bien. Et puis on retrouve aussi du coup les codes du western où en fait les Tusken font une allégorie des Amérindiens et les colons humains font les cow-boys. Et donc on est vraiment dans les codes du western, et finalement c'est un peu comme si on était passé des westerns John Wayne où c'est tout le temps les Indiens qui attaquent, et qu'on était enfin arrivé aux années 90 avec Danse avec les loups, quoi. C'est ça, où on est passé pas forcément les westerns John Wayne, mais plutôt les westerns Sergio Leone, quoi, où finalement les bons, les méchants, tout le monde est un peu brassé, où le gars qui a une sale gueule, c'est celui qui a le meilleur, qui finalement est le plus gentil, le plus sympa, et qui est prêt à sacrifier sa vie pour des plus faibles. Et même là, on le voit clairement via Mando, via le personnage de Cobb aussi, qui, comme d'hab, c'est un mec lambda qui s'est retrouvé acculé et qui a pris les armes, non pas pour se venger, non pas pour tuer tout le monde pour le plaisir de tuer, mais pour faire respecter un semblant d'ordre et un semblant de loi dans ce bordel, pour que le maximum de gens vivent tranquilles. Donc ils sont contents, ils ont leur petit plan, mais en fait le dragon, d'après les Tusken, il est beaucoup plus gros que ce qu'ils s'y attendent. C'est ça, il est vraiment très très grand. C'est l'un des plus grands qui est dans le coin. Donc problème, ils sont pas assez nombreux. Surtout que leur plan est tout simplement de faire péter des charges sous le dragon, de le faire sortir de sa caverne et de faire péter des charges explosives sous le dragon, puisqu'il a le ventre du dragon est une partie sensible, non carapacée, non blindée. Sauf que, comme on le disait avant, que ce soit les Tusken ou Mando et Cobb ne sont pas assez nombreux, donc ils doivent faire un truc assez spécial. Ils doivent demander de l'aide aux habitants de Mos Pelgo, qui sont pas spécialement joyeux au premier abord de faire plaisir et de s'allier aux Tusken. Il y a quelques petites tensions, mais
ils finissent tous par s'accepter et par aller tendre leur piège devant la tanière du dragon Krayt. Et là le combat commence, non sans mal. Chacun y va de son lancer de cailloux, de son tir de fusil entre les deux yeux, de son gros harpon pour attraper cette grosse saloperie, sauf que il est très gros le bazar, donc ils ont beaucoup de mal à le maintenir. Ils finissent quand même par réussir à faire péter les explosifs sous le dragon, mais hélas, ça ne suffit pas du tout. Il est à peine amoché. Et donc Mando et Cobb utilisent leur jetpack pour essayer d'autres choses, pour essayer d'avoir plus près, plus loin, de tirer, d'essayer d'avoir un avantage sur cette grosse saloperie. Et au final, on s'aperçoit en plus que le dragon, en plus d'être gros, d'être rapide, d'être puissant, crache un acide. Une bave acide qui fait énormément de dégâts dans les rangs des colons et des Tusken Riders. Et là, presque en désespoir de cause, Mando a un plan tout simple. Il attrape le Banta où il y avait les derniers kilotonnes d'explosifs et va, après avoir mis un joli coup de fusil dans le réacteur dorsal de Cobb, qu'il se barre, à la Boba, en faisant le même bruit. Mando décide tout simplement de se sacrifier en se faisant boulotter tout cru avec le Banta et les explosifs par le dragon. Celui-ci plonge dans le sol, et alors que tout le monde pense que c'est perdu, le dragon traverse le sol, défonçant tout. Et on s'aperçoit que le dragon a des chocs électriques tout autour de la gueule, et on voit Mandalorian qui sort en jetpack et qui fait exploser le dragon de l'intérieur, achevant la mission dans la joie, la bonne humeur et les pluies acides, puisque cette saloperie balançait de l'acide. Et tout le monde fait ça. Les Tusken récupèrent une bille, une sorte de grosse, comme les huîtres, une grosse perle, mais en version 12 kilos. Ah, mais moi j'ai pensé que c'était peut-être un œuf. Je sais plus, non, je crois pas, c'est un truc qu'on voit dans KOTOR, je sais plus le terme exact, mais c'est pas un œuf, je crois que c'est une bille, je crois. Ou c'est comme une perle. J'espère ne pas dire de bêtises, mais je suis pas sûr que ce soit un œuf. Ah faudra rechercher. Tu te rappelles ce qu'on en faisait dans KOTOR ? Non, du tout. C'est du tout. Aidez-nous sur notre Discord. C'est ça, si quelqu'un se rappelle, moi ce serait sympa, parce que je sais que ça vient de KOTOR, mais je sais plus à quoi ça sert ce machin-là. On s'aperçoit aussi que les Tusken et même récupèrent de la viande. Et même, je crois, les habitants récupèrent de la viande du dragon. Oui, même Mando, il s'en prend un petit morceau. C'est ça. Et puis, un truc que j'adore, il regarde Baby Yoda qui le regarde, il cherche pas à comprendre. Alors, je sais pas à quoi ça sert, ou ce qu'il va en faire, mais je trouve ça assez marrant. En même temps, il a un congélateur dans son vaisseau, donc... C'est ça. Tranquille. Si ça se trouve, c'est goûtu, le dragon Krat. C'est croquant... Merde, c'est quoi, là ? Croquant gourmand. Croquant gourmand. C'est peut-être pour échanger avec un autre peuple dans une autre partie de la galaxie. C'est ça, ou se faire un barbecue. Peut-être. Et donc, Mandalorian récupère l'armure, les restants de l'armure de Boba, reprend son speeder bike et repart sous le soleil couchant. Et là, l'épisode se termine où on voit un homme de dos qui est en train de regarder la scène. Et cet homme est a priori habillé comme un Tusken Rider. Il en a les armes, sauf qu'il est tête nue. Et ce crâne chauve, ce monsieur se retourne et c'est Boba Fett. Fin. Ah, le suspense est à son comble pour la suite de la saison. Ouais. Donc, Mando a Boba Fett sur les bras. C'est ça. Et finalement, ce qu'on avait dit dans le récap, dans les annonces, tout pour le moment ça s'est révélé vrai, hein.
Cobb Vanth avec l'armure de Boba Fett et Temuera Morrison qui reprend son rôle de Boba Fett lui-même. Ouais. Enfin, techniquement, il l'avait jamais pris. Il l'avait jamais eu. C'est vrai. Il était Django, il était les clones. Il a redoublé, je crois, les Stormtroopers dans les différentes éditions de l'épisode de la trilogie et a redoublé vocalement Boba Fett dans les rééditions. Mais il n'a jamais été Boba Fett, en fait. Et je trouve que c'est assez cool. Et toute cette séquence du combat avec le dragon, même je la trouve en plus très bien réalisée parce que bien sûr le bébé c'est de l'image de synthèse. Et il est vraiment très cool. On voit pas de personnages qui ont l'air d'être filmés sur fond bleu. C'est fluide, c'est rapide, mais on voit tout. Le bébé Yoda aussi a des expressions magnifiques. Ouais. J'ai l'impression qu'il a un petit peu changé. On voit j'ai l'impression ils l'ont changé un petit peu physiquement, la teinture de peau, le visage. Et ils ont fait une mise à jour sur le logiciel. Non, c'est rire. Par contre, sur la première partie du combat, on s'est fait la réflexion, on s'est dit bon, ça va, le shérif et le Mando là, ils sont planqués. On se doutait que c'était parce qu'il y aurait probablement une deuxième partie où ça changerait. Et bingo. C'était pas si simple. Ils allaient pas pouvoir rester de loin et regarder tranquillou avec leur armure en Beskar. Bon, l'armure de Boba Fett, elle a clairement un défaut au niveau du jetpack, hein. C'est vraiment de la merde. Ah bah il suffit de passer de taper dessus et le jetpack part en vrille. Ouais. Bah d'un côté, en cas d'urgence, c'est pas mal finalement, hein. Tu mets un coup et hop, tu pars. Et hop, tu décolles. C'est ça. Non, mais vraiment la bataille de fin est très sympa, c'est hyper coordonné. Bon, moi je suis morte de rire aussi quand les Tusken montent le plan et puis... C'est pas à l'échelle, bien sûr, on pense tous à Retour vers le futur, la maquette n'est pas à l'échelle. Le petit clin d'œil qui va bien. Bah même quand ils rajoutent d'autres cailloux qui représentent les hommes, ça c'est marrant parce qu'il leur explique le plan. Donc il y a les cailloux pour symboliser la grotte, d'autres cailloux pour symboliser le dragon, et des tout petits cailloux, mais ils en mettent 5 ou 6 devant la gueule du dragon pour symboliser les Mando, Cobb et quelques Tusken, et Cobb finit par dire non mais on n'est pas assez là, ça me plaît pas. Et il y a un Tusken qui met sa main dans un sac, tout ça, et balance une pouillée de cailloux, et Cobb dit bah là ça me plaît mieux. je trouve ça con. Et puis surtout, voilà, du coup, Cobb... Bah alors du coup, ouais, qui c'est qu'ils ont trouvé comme renfort? Bah vous, en fait. Ah, oups. Bon bah voilà, on est parti. Hein. Il va falloir convaincre les abysses. Ouais, mais même là, cette séquence, je trouve qu'elle est bien, parce que Cobb et Mando vont en ville et vont les persuader, donc leur demander de venir. Et même si on voit des résistances, les gens comprennent assez vite qu'ils ont... c'est pas qu'ils ont pas le choix, c'est qu'ils sont embarqués dans le même bateau et que ouais, il y a pas moyen de faire autrement, même s'il y a quelques petites tensions, ça se passe globalement bien. Et un truc cool que j'ai vu durant le combat, quand il y a des gens qui sont à terre et que d'autres courent, on voit à plusieurs moments, par exemple, on le voit à un moment, un Tusken qui se casse la gueule, et c'est un humain qui l'aide à se relever pour se barrer. Et il y a 3-4 séquences comme ça dans tout le combat où finalement c'est assez cool, parce que je pense, grâce à ça, je crois que les Tusken et au moins cette ville vont vivre en bonne entente pendant un petit moment. Oui, parce que ça fait partie aussi du marché, hein. Ils aident à se débarrasser du dragon, et en échange, les Tusken n'attaqueront plus d'eux-mêmes les humains. Ils disent ils ne rompront pas la trêve eux-mêmes. Donc bon, probablement que c'est les humains qui vont finir par la rompre, malheureusement, mais... Oh, j'espère pas. Ah, t'es positif, toi. C'est beau. Et d'ailleurs, nous, on était tellement à fond qu'on s'est dit à la fin, si ça se trouve, il va lui laisser l'armure parce qu'il va lui demander de faire partie du credo. En fait, non. Raté. C'est assez marrant, mais
Parce que c'est vrai que là, on a appris aussi que les Mandaloriens, c'est pas une race, c'est des clans qui se construisent. Et c'est l'une de mes attentes finalement, après avoir vu Cobb, l'une de mes attentes de cette saison 2, c'est que Mando refasse un clan et que Cobb en fasse partie, et que Cobb se retrouve pas forcément avec l'armure de Boba, mais qu'il se retrouve avec une armure mandalorienne. Que limite la forgeronne, qu'on retrouve la forgeronne et qu'elle lui crée sa propre armure, et que Cobb devienne un Mandalorien. Bah, je sais pas s'ils vont le faire, hein, parce que du coup, on le laisse un peu comme ça, mais pourquoi pas. Ouais, bon, on avait laissé... Ouais, mais je crois que je commence à connaître le truc. On laisse des personnages comme ça, et puis on revient quelques épisodes après, ou la saison d'après. Ça peut être pour la saison suivante aussi. Honnêtement, hein, surtout en plus après avoir vu Boba Fett, j'adorerais finalement, et de l'ambiance western qu'on a, un clan mandalorien reconstruit, mais où des nouveaux Mando viennent prendre leur revanche sur Moff Gideon, et que il y ait Mandalorien, il y a Mando, il y a Marshall, il y a Boba en armure mandalorienne qui viennent péter la gueule à Moff, et que ce soit le début d'une nouvelle ère finalement pour les Mandaloriens. Et puis on rajoutera la forgeronne et ses marteaux avec, parce que y a pas de raison que les femmes participent pas au défonçage de Stormtroopers. Ah ce sera la première, je pense. Avec son balancement dans la forge, qu'elle adore. Que nous aussi on adore. Ouais. Non, la bataille finale, en effet, elle est vraiment très sympa. On a oublié de parler du fait que, pour montrer où est-ce qu'il était planqué, ils mettent un petit Tusken et puis un petit Banta à l'entrée, et que le Tusken se barre, et que le dragon mange le Tusken et pas le Banta. Ah oui, c'est ça. Mais il en mange un autre après, donc... Le pauvre, c'est vraiment terrible. Je m'en doutais un peu, mais... Mais moi aussi, il va falloir courir vite quand même. Non, pas assez vite. Ah oui, ce qu'on a oublié aussi, c'est que le dragon Krayt, c'est encore une autre référence, vit dans un trou de sarlac. Oui, c'est vrai. Et Cobb fait un truc comme ça, non mais je connais Tatooine, les sarlacs ça quitte pas leur habitation, et Mando répond si on les bouffe. Oui. Ça donne une idée du caractère de la bestiole du dragon Krayt, quoi. Parce que il avait, dernière nouvelle, un sarlac, c'était quand même une belle vacherie, donc le dragon Krayt à côté... c'est encore mieux. Ouais. Donc c'est quoi tes attentes pour la suite, hein? Donc un nouveau clan? Ouais, un nouveau clan mandalorien... qu'on continue, qu'on trouve d'autres Mandaloriens, qu'on trouve les Jedi, que Baby Yoda soit en sécurité. Mais là, vu le début, j'ai vraiment envie qu'on retrouve de plus en plus de Mandaloriens, ou de gens qui ont en fait l'esprit mandalorien sans être des Mandaloriens, pour créer un clan, en gros pour que le clan de Mando s'agrandisse. Que même que Cara et comment il s'appelle, Griff Karga deviennent aussi membres de ce clan, et je trouverais ça assez cool, quoi. Un clan disparate mais homogène dans l'esprit, et j'espère que le Moff il va s'en prendre plein les dents, quoi. Et puis avec Boba, je sais pas comment ça va se passer. Il va probablement essayer de récupérer son armure. Alors, alors c'est vrai que là, c'est un petit... c'est aussi un espoir de ma part. Moi, j'ai toujours considéré Boba et Django comme des Mandaloriens. Et le canon actuel l'a toujours refusé, disant que Django n'était pas un vrai Mandalorien, qu'il avait volé l'armure, tout ça. Moi, ça me gonfle. Et ce que j'espère réellement, c'est qu'on adoube le coup du clan mandalorien créé autour de Mando, qu'on adoube définitivement Boba en tant que Mandalorien, qu'on lui rende son armure, qu'on lui rende le credo, et qu'on fasse de lui, qu'on le marque du sceau du Mandalorien une bonne fois pour toutes, parce que je pense qu'il le mérite.
Mais ça reste un méchant, Sylvain. Et non. Et Mais c'est... si. Mais il a essayé de tuer Luke Skywalker et Han Solo. C'est un chasseur de primes. C'est un chasseur de primes. Il fait ce qu'on le paye. Mandalo, c'est la même. Il fait ce pourquoi on le paye. Sauf quand ça concerne des bébés tout verts. Mais non, je ne considère... Le truc, c'est que les Mandaloriens chasseurs de primes, je ne peux pas les voir comme des méchants. Même Django, je ne le vois pas comme un méchant. C'est quelqu'un qu'on paye pour faire un taf. Ouais, enfin, il a pas fait que le donneur pour les clones. Dans la bataille de Geonosis, il est quand même dans l'arène. Oui, mais il est payé par les méchants pour flinguer pour faire son job, tout simplement. C'est vrai que moi il y a plusieurs BD et comics moi que j'aime. C'est la balade de Django Fett. Une BD, un comics que j'avais vu dans les tout premiers magazines Star Wars qui étaient venus, où c'était autour de Boba Fett post retour du Jedi, et on voyait Boba au mieux de sa forme et payé 3 francs 6 sous par la dernière petite bestiole d'une race qui s'était fait massacrer par des savants fous. Et Boba vient régler son compte à ces salopards parce que seul Boba Fett, tout le monde se fout de sa gueule, mais seul Boba Fett peut neutraliser ces gens, et ça redore son blason au bout de tout le monde. C'est ça moi que je veux voir, moi j'en ai marre des kékés qui me sortent que toutes les théories parce que Filoni ou Lucas disaient que non mais lui ça chipote, il a une armure mandalorienne, il est cool, adoubez-le du sceau des Mandaloriens et basta. On le fait, on le met, je trouve que ce serait rendre hommage au personnage qui est un peu même s'il a beaucoup de fans, qui a jamais été au top de sa forme dans les films, quoi. Donc ce serait le moyen de le booster à fond, quoi. Enfin non, pas de le booster à fond, mais de le remettre à la place où il doit être dans le canon Star Wars. Enfin, moi je suis pas trop d'accord, mais tu sais que je ne porte pas particulièrement Boba Fett dans mon cœur. Donc bon, moi je trouve qu'on le colle un peu à toutes les sauces. Donc ce que j'attends, c'est qu'on le colle avec une bonne sauce cette fois-ci. Voilà. Et pas comme dans l'épisode 4 où on se dit tiens, on va réintégrer Jabba, on va mettre Boba. Alors qu'en fait, on se dit mais c'est quoi l'intérêt en fait que Boba Fett il soit au service de Jabba le Hutt de l'épisode 4 à l'épisode 6? C'est juste incohérent. Bon, sans passer sur le fait que finalement, quand on réfléchit que Han Solo, la personne qui la recherche le plus au monde, c'est Jabba le Hutt, et que en fait dans l'épisode 4 il se balade sur sa planète, et que là on se dit en fait l'univers entier de Star Wars est incohérent. On va passer sur ces détails, hein. Voilà. Et du coup, si Din Djarin est à la recherche de Mandaloriens, on va peut-être voir Sabine. Oh, mais... Ça, c'est tout le monde dit tout le temps ça. On avait déjà dit ça à la saison 1. Bon, on verra bien. Moi, franchement, quand j'ai vu les tags dans la première planète, je me suis dit « Oh, c'est Sabine !» Et en fait, non. En fait, on s'est même dit « c'est peut-être la planète d'Ezra, là, où il passe la moitié de Rebels. » Ah, je sais plus, j'ai déjà oublié Rebels. Bon, on sait pas quelle planète c'est, donc ça reste possible. Ah bon, on verra. Là, en plus, Sabine, elle aurait quel âge, là 40 balais, non Non, moins que ça, parce que là, on est à peu près 10 ans après l'épisode 4, donc 10 ans après le Rebels, puisque c'est juste avant l'épisode 4. Donc on aura une trentaine d'années. D'accord, ok. Ça se fait. Ouais. Bon, je crois qu'on va en rester là. Ouais. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube,
YouTube, on a même une super chaîne Twitch où maintenant on fait des lives sur les jeux vidéo. On a une adresse mail, c'est studio@starwars.direct. Moi, vous pouvez me parler sur le Discord, je suis plutôt active. Et toi, Sylvain, où est-ce qu'on peut te rejoindre ? Sur le Discord aussi de Star Wars en direct, même si je suis pas même si je suis pas spécialement actif, vous pouvez toujours me laisser un message là-dessus, sur les Facebook et Twitter de Star Wars en direct, ou mon Twitter personnel, Sylvain Game Alive. On est aussi disponible sur les émissions sur Earth Radio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast. Voilà, tous les podcasts sont dispo à l'écoute. Et puis bien sûr sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes les émissions. Donc, de la part de Sylvain et moi-même, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et on espère que la force va rester avec vous sur toute la saison 2. Bisous.